Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 4 types d'anxiété. Plus tu connais ton anxiété, plus tu vas la maîtriser. Reste jusqu'au bout si tu veux connaître exactement quel type d'anxiété tu as ou aller plus loin dans la gestion de tes émotions. Puis abonne-toi pour te libérer l'esprit et ne pas rater les prochains épisodes. Une bouche qui s'assèche, la gorge qui se serre, le cœur qui s'emballe, jusqu'à donner parfois l'impression qu'il va lâcher, l'intestin qui se tord et nous plie en deux. Si l'anxiété se forme dans la tête, elle déborde le psychisme et envahit le corps. Et d'ailleurs, il y aurait justement des maladies qui seraient psychosomatiques, c'est-à-dire qui seraient d'origine psychique et qui engendreraient des problèmes physiques. L'angoisse, c'est un signal tout à fait normal, qui est très important. Ça devient un problème quand il est trop fort et qu'il empêche d'agir. Puis l'angoisse a permis à notre espèce de survivre au danger. Donc le problème, c'est pas l'angoisse, c'est en fait de lutter contre cette angoisse. Et petit à petit, on se crée une lutte intérieure et on augmente encore plus l'angoisse. Donc ça crée une sensibilité en fait, c'est l'être humain lui-même qui se crée une sensibilité plus forte à force d'essayer de contrôler quelque chose de normal en fait. Vraiment, les études scientifiques récentes le montrent très bien. Quasiment tous les problèmes psychopathologiques, c'est vraiment lié à ça, à l'évitement de son expérience intérieure en fait. Que ce soit des pensées désagréables ou des sensations désagréables, en fait ils vont se créer une tension supplémentaire et c'est ça qui va poser problème, c'est ce que fait la personne qui pose problème. J'adore la phrase paradoxale, le problème c'est la solution. C'est-à-dire que le problème c'est ce que fait la personne qui va créer encore plus de tension et un cercle vicieux en fait. Et c'est surtout lié au contrôle, à un contrôle trop fort, à un évitement trop fort qui fait que l'angoisse va toujours plus augmenter parce qu'il n'est pas écouté en fait. Il n'est pas écouté, donc il n'est pas libéré. La peur, c'est vraiment comme un signal de voiture qui clignote. Si on ne le voit pas, si on fait semblant de ne pas le voir, on va avoir des problèmes. Donc le problème, c'est pas l'angoisse en tant que telle, c'est vraiment le fait que cette angoisse soit trop fort, que le signal soit trop fort et que la personne, vu qu'elle en souffre, ce qui est normal, elle va chercher à l'éviter, à le contrôler, et ça va créer d'autant plus de tension jusqu'à l'escalade vers la panique. La crise de panique, c'est le paroxysme de l'angoisse. Angoisse, en français comme en allemand, l'origine de ce mot envoie à l'idée d'étranglement, à la gorge qui se serre. Et la psychanalyse fait résulter l'angoisse ou l'anxiété de la sensation de manque, manque de l'autre, peur de manquer, manque de repères, manque de figure rassurante sur qui s'appuyer, ou manque, quand on se sent envahi, étouffé. Quand on ne sait pas qui on est aussi, du coup on ne sait pas quoi faire de sa vie, ça aussi ça peut être angoissant. De ne pas savoir où aller, de ne pas avoir de ligne directrice quoi. Et ça c'est vraiment le travail des valeurs qui va aider et de connaissance de soi qui va beaucoup aider à diminuer l'angoisse. Et bien sûr il y a des prédispositions génétiques, il y a des tempéraments plus ou moins anxieux, il y a bien sûr l'influence de l'environnement, des parents inquiets vont le transmettre à l'enfant. Les croyances aussi des parents, souvent les enfants vont les récupérer, donc s'il y a des croyances négatives sur le monde, ça va vraiment s'ancrer aussi chez l'enfant, mais ce n'est pas une fatalité, parce que grâce à la thérapie, on peut remettre en question ce qu'on a appris de son éducation, remettre en question ses croyances, est-ce que ces croyances nous conviennent, et du coup on peut choisir d'autres croyances, prendre conscience qu'on a des croyances qui ne nous vont plus en tant qu'adultes, choisir des nouvelles croyances qui seraient adaptées à qui on est aujourd'hui et surtout nourrir ces nouvelles croyances en agissant autrement pour nourrir ces croyances, pour vraiment les incarner dans nos actes. Et ce qui est drôle, c'est que les anxieux sont très souvent appréciés professionnellement avec leur besoin constant de rendre leur travail en temps et en heure, leur souci du détail, leur recherche du toujours mieux. Il y a même une étude de 2016 qui a montré un lien étroit entre créativité et anxiété. C'est-à-dire qu'à chercher en permanence des solutions pour échapper aux catastrophes, qu'ils entrevoient les anxieux activent leurs neurones du matin au soir. Alors maintenant, on va voir quel anxieux tu es. Les uns, il y en a qui affirment ne pas être concernés, les autres concéderont une petite tendance au pessimisme ou revendiqueront une saine lucidité, et reconnaissant que pour nous tous, très souvent, l'angoissé, le vrai c'est l'autre.
est-ce qu'on n'est pas tous angoissés finalement à différents niveaux? Donc voilà, le moment est venu. Voici les 4 types d'anxiété. Tu vas pouvoir voir, réfléchir si tu corresponds plus à l'un, à l'autre, ou peut-être à tous en même temps. Mais généralement, voilà, tu as forcément un profil qui te correspond mieux. Et tu vas pouvoir faire le test que je te propose à la fin de cette vidéo pour savoir exactement quel anxieux tu es et qu'est-ce que tu peux faire du coup pour le réduire, l'accepter, l'améliorer, le maîtriser. Il y a l'anxieux perfectionniste. Les croyances profondes, ça va être je ne suis pas à la hauteur, toujours plus, toujours mieux. Le perfectionnisme est votre moteur, l'hyper-exigence, l'insatisfaction. Dans ces conditions, vos exigences personnelles sont très élevées. Vous êtes dur envers vous-même, vous n'êtes pas tendre avec ton entourage. Tu te trouves souvent pas assez motivé. Tu te donnes corps et âme dans tout ce que tu entreprends, dans la douleur, avec une rigidité, pour ne pas dire inflexibilité. Alors le côté positif, c'est la fiabilité, le respect des consignes et du cadre, l'exigence qui incite à dépasser ses limites, à ne jamais se contenter de l'à peu près. Mais le côté négatif, c'est l'absence de plaisir, de créativité, de responsabilité. À l'origine, le perfectionnisme répond à un schéma cognitif fondé sur le sentiment profond, plus ou moins inconscient, de ne pas être à la hauteur des attentes. Des parents rigides et hyper exigeants, pointant les failles et les fautes sans jamais valoriser les talents et les réussites. Une culture familiale construite sur la peur du monde extérieur, frôlant peut-être la paranoïa. Donc le conseil là, c'est de prendre conscience que cette forme d'anxiété est due à un manque de confiance en soi. Appréhender la croyance erronée « je ne suis pas à la hauteur » comme une croyance forgée par une histoire familiale et non comme un fait, une vérité absolue. Ce n'est qu'une pensée. Ne dites pas « je ne suis pas à la hauteur », dites « j'ai la pensée, je ne suis pas à la hauteur ». Ça va créer de la distance. Ce n'est qu'une pensée. Imaginez que vous êtes le ciel, que vous voyez cette pensée arriver. Vous n'êtes pas obligé de vous y accrocher, vous n'êtes pas obligé de croire à cette pensée. Donc si vous ne croyez pas à cette pensée, vous n'êtes pas obligé de la suivre non plus. Entraînez-vous au quotidien à faire la différence entre la voix intérieure qui pousse au toujours plus, toujours mieux, et les exigences imposées par la réalité. Ce que je vois souvent dans mes entretiens, c'est un conflit entre ce que je dois faire, donc mes obligations par rapport aux autres, et ce que j'aimerais faire en tant que personne. Il y a très souvent un conflit là-dessus. Ce que je veux et ce que je dois. Je dois faire ça, mais j'aimerais peut-être faire autre chose. Et qu'est-ce qui est dans mes valeurs aussi, qu'est-ce qui m'est personnel aussi, ça c'est important. Au fil du temps, la confiance elle se restaure en constatant que l'on n'a plus besoin de tout donner tout le temps pour être compétent et apprécié. On ne peut pas plaire à tout le monde et tout le temps, donc autant être aimé pour ce que tu es vraiment. Et aussi l'idée de se connecter à l'amour inconditionnel. Deviens ton meilleur ami. Arrête de te défoncer. Se mettre en colère envers soi, ça peut être bon en tant que être son propre coach, ok, se mettre un coup de pied au cul, allez bouge-toi, oui. Mais par contre, s'il y a cette croyance de dénigrement, là c'est une très mauvaise stratégie, ça va te plomber. Donc vraiment essayer de te connecter à cet amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Tu es parfait dans tes imperfections. L'anxieux pessimiste. Donc là la croyance ça va être tout finira mal. Et vous croyez que c'est du réalisme. Il y a une confusion entre le réalisme et le pessimisme. Et tu es tellement persuadé que les choses ne peuvent que mal finir que tu hésites, plutôt 2 fois qu'une, à t'engager dans un projet, quel qu'il soit. À quoi bon? Tu te dis fataliste, quoi. À quoi bon fournir des efforts ou espérer des changements puisque rien de bon ne se produira? Donc tu prophétises en fait le pire. Tu t'attends au pire et lorsque les faits vous donnent raison, tu annonces triomphalement « Je le savais !» qu'il ne pouvait pas en être autrement. Donc tu renforces encore plus toutes tes résistances et tes croyances. Vraiment, il y a vraiment quelque chose d'important à faire qu'on voit beaucoup, qu'on utilise beaucoup en thérapie, c'est apprendre à prendre conscience de ses croyances et prendre conscience voilà, du caractère irraisonné, excessif et apprendre surtout
à s'en distancer. C'est surtout ça qui va aider parce que c'est compliqué d'aller contre des croyances profondes. Hein. Le côté positif, c'est une certaine immunité émotionnelle. Lorsque le pire survient, c'est un contrepoids aux optimistes excessifs. Donc la capacité à identifier, quitte à les exagérer, les risques et les dangers. Et c'est important quand même d'identifier les risques et les dangers. On a besoin de ça, mais du coup, l'anxieux pessimiste, il est beaucoup trop bloqué dans la négativité. Et en plus, il croit que c'est du réalisme, il confond réalisme et pessimisme. En fait, le réalisme, ça serait plutôt un équilibre entre optimisme et pessimisme. Et le côté négatif, c'est le défaitisme, la fatalité, hein, la capacité à plomber une ambiance, un projet, un état dépressif latent, l'incapacité à saisir les opportunités, comme avoir le bon et le beau côté chez l'autre, ou chez soi, ou dans le monde. Parce qu'effectivement, si tu es négatif envers toi, envers les autres, envers le monde, c'est sûr que tu vas pas être heureux, quoi. Tu vas être anxieux forcément. L'origine de ça peut être des parents dépressifs, des événements négatifs précoces et marquants qui ont mis l'enfant dans une situation d'impuissance, un deuil, un abandon, une maladie, mais aussi des traumas familiaux non surmontés par la ou les générations précédentes, comme une ruine, une déportation, un génocide, un secret de famille, qui ont forgé la croyance que le pire va revenir et qu'on ne peut pas lutter contre. Donc là, le conseil, c'est se faire aider par un professionnel. C'est indispensable lorsqu'on n'a plus le goût de la vie ou que l'anxiété et l'angoisse empêchent de fonctionner normalement. Sinon, vous pouvez vous entraîner à poser des actes positifs et simplement noter l'effet qu'ils produisent. Être plus souriant, faire un compliment, taire son pessimisme une journée, être capable d'observer ce pessimisme et pour une fois de ne pas l'écouter et juste de l'accueillir mais de ne pas, l'écouter ou l'alimenter, juste l'observer qu'il arrive et se dire c'est une pensée, ce n'est pas une réalité. Et surtout pas du réalisme. Confonds pas réalisme et pessimisme, s'il te plaît. Ces micro-décisions, ça va produire des micro-changements qui rendent la vie plus agréable. Tu peux aussi travailler sur la gratitude, être reconnaissant dans tout ce que tu as dans ta vie. Et tu vas te rendre compte que tu as beaucoup de chance. Que même, bien sûr, si tout n'est pas parfait, tu as beaucoup de chance d'avoir tout ce que tu as. Et donc, pourquoi ne pas chercher à encore plus améliorer ta vie et à aller vers ce qui est beau, ce qui te correspond vraiment, tes valeurs. Le pessimisme ne disparaîtra pas, mais l'anxiété s'atténuera pour faire davantage de place au plaisir. C'est ça l'idée, c'est d'accepter cette négativité sans lutter, l'observer et être capable de voir aussi le positif dans sa vie. Et avoir une direction, ça aide beaucoup aussi à diminuer l'angoisse. L'anxieux masqué. Là, la croyance inconsciente, c'est « je ne dois pas me plaindre, tout va bien ». C'est ton mantra préféré, celui que tu te répètes et que tu distribues généreusement autour de toi. Et de fait, la plupart du temps, tu passes pour quelqu'un de positif, de combatif, d'enthousiaste. Ton énergie, ta bonne humeur permet de traverser les situations difficiles avec le sourire, des mots réconfortants ou encourageants pour chacun. Et tu as à cœur à te remonter le moral aux autres, de leur faire miroiter des lendemains meilleurs, de les soutenir quand ils flanchent. Donc le côté positif, c'est la capacité à voir le verre à moitié plein, de l'empathie, une énergie qui te permet de tenir le coup dans les situations difficiles, un relationnel chaleureux. Le côté négatif, c'est le déni qui te coupe du réel et qui t'empêche de prendre la mesure des risques et des dangers. L'énergie excessive dépensée à te persuader que ça ira. Les somatisations peuvent être diverses, c'est-à-dire des maladies du coup, comme la personne n'accepte pas psychiquement de voir les problèmes, mentalement de voir les problèmes, du coup ça risque de se transformer en problème corporel. Et là encore, un symptôme corporel, un problème physique, là encore il y a un message, il y a un sens à décoder pour améliorer les choses. À l'origine, l'anxieux masqué a souvent été un enfant qui a dû se fermer à ses propres émotions négatives. Peur, tristesse, colère, pour rassurer ses parents,
les soutenir ou les soigner. Il peut également s'être construit dans une culture familiale où la plainte était vue comme une faiblesse et dans laquelle seul le courage d'aller de l'avant en serrant les dents était admis. Là, le conseil, ça va être de se réapproprier tes émotions en les identifiant au quotidien. Il y a une super méthode qui est la communication non violente, je te mets le lien. Il est beaucoup plus facile de commencer par les émotions positives. Je me sens détendu, ça me fait plaisir, je suis content. Puis ensuite enchaîner sur les négatives. Ça m'agace, je suis impatient, je suis déçu, j'ai peur. Dès que tu vas mettre un mot, que tu vas mettre je ressens plus l'émotion, ça va dissiper l'émotion. Tu peux aussi identifier le besoin qu'il y a derrière. De quoi j'ai besoin en fait. Et dans un second temps, c'est de graduer toutes vos émotions en affinant leurs qualificatifs. Agacé, énervé, très énervé, hors de vous. Hein. Plus tu détailles ce que tu ressens, plus tu donnes du sens, plus tu traites mentalement en fait ce que tu ressens, plus tu vas dissiper cette émotion justement. Ce travail sur les émotions, ça va te permettre d'affûter le regard sur la réalité et de l'accepter sans la manipuler, tu sais, la changer. La réalité est telle qu'elle est. On ne peut pas dire qu'elle est toujours belle, sinon tu te mens à toi-même en vrai. Tu as un masque. Et enfin, il y a l'anxieux réaliste. Là, la croyance inconsciente, c'est rien ne sert de s'inquiéter à l'avance. Tu crois, tu en es sûr, donc tu as une lucidité, une objectivité, souvent sollicitée dans votre entourage privé ou professionnel. Tu es profondément convaincu que l'on peut toujours agir pour le mieux sur la réalité lorsque les difficultés se profilent. Tu sais distinguer le possible du probable, ce qui te permet d'être un bon stratège et de ne pas dilapider ton énergie physique et psychique. Le côté positif, c'est l'efficacité, la capacité à anticiper, à profiter du moment présent, une bonne gestion de l'énergie, une fiabilité, une confiance. Le côté négatif, ça va être des surestimations ou des sous-estimations des dangers, la difficulté à comprendre les anxieux ou les angoissés chroniques. À l'origine, ça va être un sentiment de sécurité intérieure, développé à partir de modèles parentaux bien adaptés, des parents qui réagissaient de manière juste aux événements, ni laxisme, ni dramatisation, d'où plus tard une lecture lucide des situations et des anticipations raisonnables. L'anxieux réaliste a aussi pu exprimer ses émotions et développer ses ressources personnelles, d'où sa confiance en lui. Là, le conseil, c'est de continuer, bien sûr, à associer lucidité et confiance pour anticiper raisonnablement les risques et les dangers, tout en mobilisant ton énergie sur les difficultés et les obstacles à surmonter lorsqu'ils se présentent. Mais n'oublie pas que l'anxiété est aussi une qualité et qu'il ne faut pas chercher à la faire disparaître. C'est un précieux détecteur. Garde-lui toujours une oreille, écoute toujours cette anxiété qui est un signal important pour toi. Ce que dit ton corps, ce que dit tes pensées. C'est un message important qu'il faut écouter, sinon le signal va augmenter et l'angoisse va augmenter. Alors, dans quoi tu t'es retrouvé? Dans quel type d'anxiété tu t'es retrouvé? Et je te laisse quand même faire le test pour savoir exactement quel type d'anxieux tu es. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo ou au-dessus. À bientôt, cher ami. Et si tu veux apprendre à gérer ton anxiété, j'ai fait une série de vidéos sur la gestion émotionnelle, dont l'angoisse et l'anxiété. Le lien doit s'afficher en haut à droite de ton écran.